ces réunions en visio, sont des réunions qui s'inscrivent dans un programme, des maisons de lettres, qui est un programme où nous développons une convivialité, heu, orientée à échanger sur l'être. C'est-à-dire que dans notre vie, tous, nous connaissons des moments d'être, des moments d'inspiration, quelque chose de remarquable. Mais la plupart du temps, ces grands moments d'inspiration, nous les interprétons du point de vue de la personne que nous sommes, du personnage que nous nous figurons, de l'image de nous-mêmes, et c'est très étroit, on le sait tous cela. Alors que, ça mériterait d'être réinterprété du point de vue de l'être. Donc ces maisons de lettres qui sont des projets, qui se présentent comme un label pour des lieux de réunion, des lieux de stage. Il est intéressant de souscrire à ce label. Heu, Ce label indique que dans ce lieu-là, des réunions ont lieu, de convivialité où l'échange sur les expériences d'être est au premier plan. Voilà, un premier aspect des choses. Ça va? C'est clair ce que je raconte? Si vous allez sur internet, il y a des pages là-dessus, hein, c'est maisondelettres.com, maison de lettres, maison, au pluriel, de lettres, sans accent, sans apostrophe, maisondelettres.com. Vous verrez, il y a de l'information sur ce que sont ces labels. Il y a des mé il y a une on tend, ceux qui, dans une certaine expertise, le souhaitent, à, multiplier des maisons de lettres selon ces différentes expertises. Par exemple, Fatih a développé une maison de lettres sur le handicap. Martine Ançon, a développé une maison de lettres sur la parentalité. Heu, heu, des maisons de lettres. Alain a développé une maison de lettres, Alain David a développé une maison de lettres sur la créativité, la création. Qui reprenait, un programme que j'avais fait moi, à la Voix des Contes pour ces maisons de lettres. Donc il est intéressant, pour ceux qui le veulent et selon ce label, d'organiser des maisons de lettres selon une certaine expertise, qui invite en fait à vivre en création la sagesse d'un certain domaine, vivre en création la sagesse d'un certain domaine. C'est ça que les maisons de lettres finissent par aboutir à être quand elles se développent, hein, selon des expertises que telle ou telle, ont envie de développer. Alors, spécifiquement, cette maison-là en visio, cette maison de lettres est consacrée à la synchronicité, mais une synchronicité un peu particulière. C'est une de mes spécialités, la synchronicité. J'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle «Vivre la synchronicité par les contes». Et à l'occasion il a été réédité ce bouquin l'été dernier, et à l'occasion de signatures, de présentations, de conférences, et d'ateliers, j'en suis venu à proposer, alors donc j'offre une pratique de la synchronicité, compte, où nous sommes le héros de la synchronicité, et c'est assez classique si vous voulez, de se vivre comme héros de la synchronicité. Souvent, la synchronicité nous tombe dessus, c'est-à-dire nous nous retrouvons au carrefour d'alignements, de circonstances, où les choses, tout à coup, au-delà du lien de causalité, ont un sens très fort, et où nous sommes au centre de l'aventure, et c'est saisissant les moments de synchronicité, hein, vous connaissez tout ça. Généralement, on les appréhende de notre point de vue à nous. On dit: «Oh là là, il m'est arrivé un truc incroyable, j'ai rencontré dans la rue cette personne, ou telle personne m'a appelé, ou je pensais à quelqu'un et tout à coup, heu, on a été mis en relation», et cetera. Heu, Ces moments-là, on les vit toujours de notre point de vue à nous, au centre. C'est bien de se vivre comme le héros de la synchronicité. Il y a quelque chose de fort dans la synchronicité qui s'y prête. Mais on oublie souvent que, centré sur nous-mêmes, on oublie tout le contexte, d'une certaine manière, et et notamment, on oublie l'arrière-plan lui-même.
si c'était l'arrière-plan qui soit vraiment le héros, vous voyez, de la synchronicité, l'arrière-plan qui voudrait être en expression. Tout à coup, ça ouvre une perspective tout à fait surprenante, de se placer non plus du point de vue de nous, comme héros de ces moments privilégiés, mais du point de vue de l'arrière-plan lui-même. Une intention en arrière-plan qu'on ne connaît pas, mystérieuse et qui serait active, vous voyez? Et la proposition là, dans ce que nous faisons, dans cette maison de lettres sur la synchronicité et sur les séances de visio qui ont commencé il y a 3 ou 4 séances, nous nous intéressons à la synchronicité du point de vue de la conscience elle-même. Alors, du point de vue de la conscience, et dans le document de préparation que je vous envoie pour, chaque fois, partager, des témoignages, pour nous aider à ce partage de témoignages. Dans chaque, document de préparation, il y a un petit laïus sur les maisons de lettres en général et puis il y a un laïus justement sur, une sorte de fragment de méditation de la conscience qui justement pointe une distinction très importante à faire entre les objets de conscience et le champ de conscience. Vous voyez, là, chacun dans notre singularité, avec l'image que nous donnons, à l'écran, nous sommes un objet avec des contours. Un objet, la caractéristique d'un objet, c'est qu'il a des contours. Alors, ça peut être un objet visuel, hein, là, visuellement, l'image de chacun avec ses contours définit bien chacun comme un objet et un objet par rapport à d'autres objets est séparé des autres objets. Une des caractéristiques des objets, c'est qu'ils soient séparés, hein, c'est assez évident. Et alors, il y a des objets sensoriels, il y a des objets visuels, des objets auditifs, des objets conceptuels, il y a des objets émotionnels, hein, vous voyez? C'est-à-dire des 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 objets de perception, on pourrait dire, généralement, comme ça, de façon générale. Et ce qui est caractéristique, c'est que ces objets apparaissent, les objets de conscience apparaissent dans un champ de conscience. Et si vous faites attention à ressentir le champ de conscience, le champ de conscience dans lequel le champ visuel ou le champ de conscience dans lequel apparaissent les objets visuels, nous sommes chacun là, ce champ de conscience, lui, il n'a pas de contour. On a tendance à dire: «Ah mais c'est mon champ de conscience». Ah oui, ton champ de conscience, il s'arrête où? Ton champ de conscience, est-ce que c'est ton champ de conscience? Ou toi dans la conscience, dans le champ de conscience? Toi qui objet apparaît dans la conscience. Tel que tu te représentes, en réalité, tu te projettes comme un objet dans un champ de conscience qui lui, est là depuis très longtemps, sera là encore très longtemps. Même, hein, comme on connaît dans les expériences de mort rapprochée, heu, perdure quand le cerveau s'est arrêté. Alors, où est qu'est-ce que c'est que ce champ de conscience? Ça va, vous connaissez un peu tous ces trucs-là, hein? Donc il est vraiment intéressant de faire cette distinction et de ressentir cette distinction, c'est-à-dire de faire l'expérience de cette distinction. Notre travail, là, notre rencontre est fondée là-dessus, c'est-à-dire sur cette distinction entre les objets de conscience et le champ de conscience que nous sommes. Et ce champ de conscience que nous sommes n'a pas de limite, il n'a pas de contour, il est infini. Il est très loin dans le passé, il est très loin dans le futur, il est hors du temps, il est éternel, il est indestructible. Vous pouvez être détruit, que ce champ de conscience soit encore là. On le sait ça, n'est-ce pas? Ressentez-le. Essayez de vous ressentir comme champ de conscience infini, sans limite et vous allez vous rendre compte qu'on peut le caractériser. C'est-à-dire que la cibler son attention sur ce champ de conscience pour le ressentir donne lieu à une expérience d'infinitude, d'illimité, d'intemporalité, absolue, en fait. – 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 –– – 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
si vous faites vraiment attention, votre expérience doit être une expérience absolue. Ça nous intéresse, hein, dans l'univers des contes sur lequel je m'appuie, on distingue justement ici les situations auxquelles nous sommes confrontés, avec leurs enjeux, leurs problématiques, et un champ des possibles, un champ d'infini des possibles dans lequel il est possible de percer pour aller chercher des réponses. Vous connaissez ça, hein, dans l'univers des contes. C'est le cœur même de la sagesse du merveilleux, de la sagesse des contes merveilleux, hein, on dit bien. C'est une invitation, c'est une sagesse qui invite à aller chercher dans l'infini des possibles, dans l'arrière-temps, donc, les réponses que nous avons, que les situations d'ici appellent. Alors, une chose, ça, dans l'univers des contes, et pour travailler la synchronicité du point de vue de la confiance, nous faisons cette distinction entre les objets de confiance et le champ de confiance. Et il est frappant donc à l'expérience que ce champ de confiance infini, nous prenons le temps de le ressentir, il nous donne à ressentir de l'absolu. Comme champ de conscience, comme conscience dans lequel apparaissent tous les objets de perception, comme conscience, je suis illimité, je suis infini, je suis intemporel, je suis éternel, je suis élevé, je suis subtil, je suis tout accomplissement, je suis savoir en tant que conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dès l'instant que l'on commence à mettre son attention sur le champ de conscience, sur la conscience, on vient à fréquenter l'absolu. Alors regardez, c'est simple, de fréquenter l'absolu, l'une des misères de notre existence, c'est justement de se retrouver toujours dans des limites, dans les trois, hein, de pauvreté de moyens, de pauvreté de ressources, de pauvreté de sentiments, de pauvreté d'intelligence, de pauvreté, etc., avec toutes les blessures, toutes les conséquences que cela a. Si on vit l'existence comme une multiplication d'objets de confiance, on vit dans des limites, on fréquente le limité, non? On fréquente l'étroitesse, on fréquente l'impuissance, on fréquente la surcharge, on fréquente l'accablement, etc. Vous êtes d'accord? Mais rien ne nous y oblige, sinon que c'est l'habitude, sinon que mécaniquement on revient toujours dans les limites des objets de confiance. Dans le même temps où ces objets de conscience, certes, sont là, apparaissent dans un champ de conscience, lui, qui est illimité et que l'on ne prend pas le temps de ressentir. S'identifiant aux objets de conscience, nous sommes à vivre les limites, alors qu'on pourrait donner du temps à ressentir le champ de conscience où ces objets apparaissent. C'est la proposition de nos rencontres, c'est-à-dire se stimuler à fréquenter le champ de conscience, dans son absolu, dans son illimité, dans son élévation, dans sa subtilité, dans sa grandeur, dans son savoir, dans son accomplissement, dans son indulgence. Et vous voyez, on peut caractériser, mais oui, mais c'est bien vrai, ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est vraiment ça, le champ de conscience est sublime, magnanime, indulgent, pardonneur, miséricordieux, enfin voilà, et on peut le qualifier, et à le qualifier, on le fréquente. On met son attention dessus et on se dit, mais oui, c'est bien ça. Et on le ressent, on le ressent. Or, vous êtes bien d'accord avec ça, ce que nous faisons, ici en particulier, c'est tous les mois, nous décidons de fréquenter une qualité
de conscience. Après tout, parce qu'on peut se poser la question, alors, si on fait bien la distinction entre objet de conscience et champ de conscience. Champ de conscience, on vient de le voir avec ses qualités d'absolu, n'est-ce pas? Est-ce que si on appelait ce champ de conscience, regardez, si on appelait ce champ de conscience, est-ce qu'il nous répondrait? Vous voyez, sur des questions qui nous tiennent à cœur. Ah, ça c'est une bonne question, pratique et pragmatique. Si on est pragmatique, parce que c'est beau de s'élever l'esprit comme ça, c'est une chose, mais concrètement, si on, en étant un peu pragmatique, franchement, regardez, là on est ensemble, c'est un objet, hein, notre ensemble réuni là sur l'écran avec cette galerie, c'est un objet de conscience. Cet objet de conscience qui a lieu là, il apparaît, il bouge, enfin, mais voilà, dans ses contours. On pourrait se dire, tiens, mais ce serait formidable que cet objet soit créatif, innovateur. Non, ces objets qui sont là. Comment peut-il être innovateur? Comment, de la réunion de ces personnes qui se retrouvent là, peut sortir quelque chose de créatif, d'inventif? Est-ce qu'on pourrait le souhaiter, ça? Est-ce qu'on pourrait l'appeler, franchement? Hein, ou comme, je sais pas, vous êtes en conversation avec quelqu'un et puis ça tourne en rond, et cetera, c'est beau, c'est ennuyeux, et cetera. À un moment, vous dites: «Qu'est-ce que je fous là? Je ferais mieux d'aller faire autre chose». Ou bien, aller faire autre chose, d'autres limites, vous voyez? Changer de limite. Sortir des limites de cette conversation inutile, aller dans d'autres limites. Aller se promener, je sais pas, dans la rue, hein, qui est un autre objet de conscience, qui ne sera pas forcément extraordinaire, mais enfin, en tout cas, vous serez plus coincé dans l'insatisfaction de cette conversation inutile. Quoi? Cette conversation inutile, cet objet inutile dans lequel vous êtes coincé, mais et qui apparaît dans un champ de conscience illimité, pourquoi dans ce champ de conscience illimité ne pourrait-il pas apparaître une impulsion? Non? Un alignement de facteurs, tout à coup élèverait cette conversation. Est-ce que c'est concevable, ça? Vous voyez? C'est une bonne question parce que vraiment, est-ce qu'on peut croire à un truc pareil? Est-ce que la conscience peut s'occuper de nos affaires? Franchement, vous voyez? On n'est pas certain. D'ailleurs, on a travaillé un compte là-dessus. Est-ce qu'on a foi en la conscience, franchement? Est-ce qu'on a foi en la conscience? Oui, au champ de conscience. Est-ce qu'on a foi en l'absolu? Est-ce que l'absolu peut s'intéresser à nos petites histoires? Vous voyez? À notre réunion, là, est-ce que l'absolu peut s'intéresser, franchement? En termes de croyance, si vous voulez croire, oui, vous pouvez croire. Exactement comme enfant, moi, on me disait: «Donne ta journée au petit Jésus». J'essayais de donner ma journée au petit Jésus, vous voyez? On peut essayer si vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt, hein. On est suffisamment évolué pour se rendre compte que la croyance n'a rien à voir avec ça. Est-ce que néanmoins, on peut avoir foi que la conscience éternelle, infinie, subtile, créative, innovatrice, élevée, puisse tout à coup élever notre rencontre, vous voyez? Et envoyer des impulsions, c'est-à-dire, vous voyez quoi? En puisant dans le tout possible dans l'arrière-plan, heu, aller chercher des vecteurs, des facteurs, je ne sais quoi, qui vont tout à coup nous inspirer et élever notre présence, la situation. C'est un peu ça que nous cherchons. Alors, on est, je crois, à la 3e ou 4e séance, hein, où on s'intéresse à la synchronicité du point de vue de la conscience, c'est-à-dire la synchronicité en unité. Encore une fois, on peut vivre la synchronicité en dualité, comme héros de la synchronicité. La synchronicité m'arrive, je peux glorifier, il y a de quoi, franchement, synchronicité, quand elle nous tombe dessus, elle nous rend extraordinaires, non? Donc, on a tendance à vivre les synchronicités en dualité, comme héros de la synchronicité, moi, héros de la synchronicité. Mais est-ce qu'on peut vivre aussi la synchronicité comme, heu, avec la conscience, le champ de conscience, comme héros? Vous voyez? Si vous appelez dans le moi, je ne sais pas, le champ de conscience en tant qu'il est sublime, si vous l'appelez dans votre moi, il y a des chances que sur certaines questions qui vous tiennent à cœur, le champ de conscience
aligne, si vous êtes dans une demande assez intense, hein, il y a des chances que le champ de conscience aligne des facteurs qui rendent sublime votre manière d'aborder telle ou telle situation. Tiens, se rencontrer en famille, un moment sublime, non? Franchement, ce serait pas mal, hein? Une rencontre familiale, Pâques, je sais pas, fêter Pâques, faire courir les enfants à chercher des œufs dans le jardin, non? Est-ce que ça pourrait être un moment sublime? On sait comment c'est d'habitude. Est-ce que ça pourrait être sublime tout à coup? Ah, ce serait bien que ce soit sublime. Donc si on a le cœur à ça, autant demander au champ de conscience. Est-il raisonnable de demander ça au champ de conscience? La conscience elle-même, croyez-vous qu'elle va s'occuper de votre réunion familiale pour la rendre sublime? Voilà, premièrement, est-ce que vous avez assez de foi là-dessus? C'est la question qu'on s'est posée avec le conte de la boule de cristal. Vous vous rappelez? Pour délivrer la super beauté là, qui était enchantée, il fallait descendre, combattre l'auroch, hein, le taureau archaïque. Et si vous arriviez à vaincre le taureau archaïque, un oiseau de feu jaillirait, hein, du ventre du taureau archaïque, qui porte un œuf ardent au cœur duquel est justement la boule de cristal, c'est-à-dire la conscience elle-même. Comment vous allez pouvoir attraper l'oiseau de feu? Vous voyez? Oui, je veux bien aller me battre moi, contre l'auroch. À la limite, je peux me battre avec l'auroch, mais comment attraperai-je l'oiseau de feu, vous voyez? Et comment pourrais-je éteindre cet œuf ardent? Ça m'échappe complètement. Je suis perdu d'avance. Dans le monde des limites, j'ai perdu d'avance. Mais est-ce que dans le monde de la conscience, j'ai perdu d'avance? Vous voyez? Donc, on vit tout au niveau des limites. Est-ce qu'on peut vivre au niveau de la conscience? C'est ça notre propos. Avons-nous foi que la conscience puisse s'occuper de faire qu'une réunion familiale soit sublime, vous voyez? Est-ce que nous pouvons demander à la conscience, comment pourrait-on dire, innovatrice, de s'occuper de la manière dont on dirige notre entreprise? Est-ce que la conscience innovatrice pourrait s'occuper de mon leadership? Vous voyez? Est-ce que c'est raisonnable de poser une question pareille? Oui? Moi, j'avoue que ça me plaît énormément de poser ce genre de questions. Et c'est la trouvaille à fréquenter un peu la synchronicité du point de vue du héros. Tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi on ne questionnerait pas, on ne regarderait pas la synchronicité du point de vue de la conscience? Et c'est vrai, il y a des alignements qui nous arrivent, qui peuvent être regardés du point de vue de la conscience. Et on voit que la conscience est religieuse, on voit que les inspirations qui nous arrivent dans notre vie peuvent être regardées du point de vue de la conscience. On les regarde du point de vue de nous, héros, créatifs, inventifs, résout des problèmes. Et pourquoi ne regarde-t-on pas ça du point de vue de la conscience elle-même qui, à travers nous, s'exprime et vient résoudre ces problèmes? Que ça l'amuse, peut-être. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça l'amuse? Donc, vous vous rappelez, on s'est questionné avec un premier conte qui était la gardeuse d'eau. On s'est dit, il y a un usurpateur en nous qui veut toujours revenir au centre. Et le conte de la gardeuse d'eau nous disait, mais regardez, si vous êtes sur le fil conducteur infini, c'est-à-dire la quête d'absolu, le goût de l'absolu, l'expérience d'absolu, hein, ah, si ta mère savait ça, elle qui t'aime tant. Hein, c'est-à-dire un rappel royal, hein, de qui vous êtes, c'est-à-dire infinitude. Si vous avez ce fil conducteur d'un rappel de l'infinitude, qui sait, au pire de votre, au pire moment, à un pire moment de votre vie, qui sait si la tête de Falada qui a été clouée au-dessus de la porte, à qui vous dites ah Falada, te voilà là, qui sait ce qu'elle ne vous dira pas, n'est-ce pas? Majesté qui passait là. Tout à coup, vous entendez cette impulsion inattendue, majesté qui passait là. Si ta mère, si votre mère savait ça, son cœur volerait en éclats. Et vous, entendant ce majesté qui passait là, qui sort, on ne sait pas d'où, mais qui vient vous vivifier, il vous faut absolument exprimer, vivre ce majesté, et vous refaites votre chevelure, alors que vous n'êtes habillé que comme une gardeuse doit, vous avez des vêtements ordinaires, vous n'avez rien d'une majesté, vous ressemblez à une servante. Mais vous, vous allez avec cette impulsion de majesté, impulsion de conscience, majesté qui passait là. Tout à coup, ce mot-là est sorti, inattendu.
Et majesté qui passait là, vous vous refaites une toilette de majesté, et à faire cette toilette de majesté, vous développez, vous rayonnez une majesté. Bien sûr, va troubler votre environnement. Et le petit Conrad veut venir arracher un de vos cheveux, et vous, pour vous défendre de cette laisse majesté, là, vous commandez au vent, soufflez, sifflez, bon ventelet, que Conrad perde son bonnet, et qu'il soit obligé de courir après. Vous avez commandé au vent, c'est incroyable. Conscience que vous êtes, non? Vous avez commandé au vent. Donc, il était important de mesurer ça. C'est une aventure. Commencer à pointer l'attention sur la conscience et ses attributs et ses caractéristiques infinies, absolues, ouvre une perspective de présence de soi traversée par cette absolue conscience qui est là. Encore une fois, champ de conscience. Hein, d'accord, vous l'avez ressenti, ça, champ de conscience. Donc, il sait ce qui peut arriver si on commence à pointer notre attention sur la conscience elle-même. Et pourquoi pas l'appeler, à la solliciter. Alors, autant, bien sûr, que nous avons une présence à la conscience. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous nous séparons. Nous tirons au hasard une caractéristique de conscience pour le mois. Et nous disons, tiens, moi j'avais tiré le mois dernier celui qui réunit, la conscience qui réunit à l'un, qui réunit à elle, hein, la conscience qui réunit à elle pour vivre en unité. Non? C'est ce que j'ai tiré le mois dernier. Et j'ai passé mon mois avec ça. Donc, il est intéressant de se méfier de l'usurpatrice qui vient vous ratatiner ça, bien sûr. Et puis, il est intéressant de regarder dans le miroir du conte de la boule de cristal si on a assez de foi en ça. Est-ce que à me réunir, est-ce que, oui, à vivre avec l'impulsion de l'un, de la conscience une, qui réunit, est-ce que j'ai foi que ça puisse changer quelque chose à, je sais pas, aux dissensions que je vis avec telle ou telle personne? Et comment ce serait que ces dissensions, de les vivre à partir de celui qui réunit? Les dispersions, de les vivre à partir de celui qui réunit. Vous voyez? Ça nous invite à ça. À partir du moment où je choisis une qualité, donc on en a choisi un certain nombre les uns les autres, on va se retrouver dans la dynamique de traiter les questions de l'existence, les questions qui nous tiennent à cœur, dans la présence de l'absolu qui va venir selon cette qualité que nous avons choisie. Hein, il y avait des qualités comme le patient, vous voyez, celui qui donne la mort. Quelqu'un avait tiré celui qui donne la mort. Ça, c'est facile. Et dans un autre groupe, quelqu'un avait tiré celui qui donne la mort. Et cette personne a fait une expérience géniale. Cette personne qui avait un projet d'hôtellerie qu'il portait depuis plusieurs années, un site rural avec beaucoup d'activités de développement personnel, des stages, etc., autour de son activité, mais vivant difficilement de ça. Cette personne, en ayant tiré celui qui donne la mort, a pu vraiment se défaire de manière tranquille de ce projet. Tout à coup, elle a basculé dans une cessation d'activité, sans aucun état d'âme. Parce que celui qui donne la mort, vous voyez, le champ de conscience qui donne la mort, venait décrocher le fruit qu'elle avait apporté d'une façon trop lourde. Il n'y a pas eu, en un mois, sans aucun état d'âme, qui sonne le glas. Voilà, c'est sa phrase. Pour qui sonne le glas? Tout à coup, c'était le glas de cette activité. Et cette personne a retrouvé un boulot tout de suite, vraiment, enfin, voilà, d'une manière surprenante. C'était magnifique de voir ça, vous voyez. Est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? Est-ce qu'on est prêt à se mettre dans
dans cette dynamique du champ de conscience, tout simplement, où apparaissent les objets. Vous voyez? D'un coup, il peut apparaître des objets particuliers. Est-ce que le champ de conscience fait apparaître des objets? Et là, celui qui donne la mort, un champ de conscience qui donne la mort, d'un coup, vous fait tomber un fruit mûr. Terminé. Et la chose est terminée. Formidable. Le patient, l'indulgent, le très doux, le juge. Il y a une autre personne. Ah, bah, il y a comment? Il y a François qui donne la mort, qui a tiré qui donne la mort la fois dernière. On va voir ce qu'il va nous raconter tout à l'heure. Le miséricordieux avait Henriette, le roi, le gratifiant, Alain David, le dernier, Alain Donin, Dieu. On va voir ce qu'il va nous dire. Isabelle, Élisande, qui connaît les contes, elle n'est pas là. Amandine, le gratifiant, elle n'est pas là. Martine, Louvrant. C'est quelle Martine? Il y a deux Martines. C'est Martine Ni, Louvrant, ou c'est Martine Ancelot? Louvrant, c'est moi. C'est moi. Louvrant, c'est moi. Ok. Josépha, le précieux, Laetitia, le très haut. Martine Ni, l'indulgent. Voilà, je suis dans la présentation encore. Hein, j'ai des petites choses à dire et puis vous pourrez poser des questions. Peut-être que je précise certaines choses. Est-ce que c'est clair en tout cas ce que je raconte là et la proposition que nous vivons? Alors, ce qui nous intéresse au final, c'est de partager, de venir rendre témoignage de ce qui nous est arrivé, les alignements qui ont traversé notre vie, comment la conscience, qualifiée au départ telle ou telle, comme je viens de dire là, comme je viens d'énumérer, cette conscience-là est intervenue dans notre vie, nous a envoyé des impulsions. Et la conscience, le champ de conscience, c'est la totalité, c'est-à-dire tout à coup, c'est des synchronicités. On entend des synchronicités au sens large. Les synchronicités, ce sont les inspirations. Inspiration intérieure, inspiration extérieure. Des événements qui tout à coup s'alignent, c'est une inspiration, entendue au sens large. Synchronicité, qui s'aligne, ça vient de l'arrière-plan. La conscience, c'est le tout, c'est l'un. Le tout, l'un, c'est la même chose. Et accédant à tout et pouvant aligner, trouvant des vecteurs, trouvant de l'intelligence, mettre les telles choses en rapport, etc. Ça, c'est ce qui nous arrive à nous, quand nous appelons la conscience à s'exprimer dans les situations de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que conscience dans notre quotidien? Non? Évidemment, nous, on est obsédés par les objets de conscience. Là, il s'agit de s'habituer à regarder le quotidien à partir de la conscience elle-même. Il va envoyer des objets, va produire des aliments. Si on appelle, on ne va pas rester sans être entendu. Vous vous rappelez, il y a une citation de Maître Eckhart que je prends chaque fois. Si l'homme s'abaisse, il ira dépendre totalement, à ne plus être sur ses forces. S'il s'abaisse, Dieu est obligé de descendre. Voilà, c'est un expérimentateur, Maître Eckhart. Eckhart, on a bien compris, c'est Maître Eckhart, du Moyen-Âge. Très belle phrase. Et si l'homme s'abaisse, d'une certaine manière, on s'abaisse à regarder notre vie du point de vue de la conscience. Évidemment, ce n'est pas notre regard habituel, ce n'est pas le regard de celui qui sait qu'il y a des trucs, des machins, hein, qui est habile à ceci, qui sait ceci, c'est personne, nous ne sommes plus personne. C'est la conscience elle-même qui sait, qui vient, qui se manifeste, qui aligne les choses avec des résultats. Donc j'ai donné des témoignages moi-même que j'ai vécu dans le moi. Il m'est arrivé un truc formidable. J'étais pour parler avec une personne sur des choses qui doivent avancer, etc. Je lui ai fait des propositions, etc. Et la personne m'a répondu. Elle a oublié d'envoyer le mail. Le mail est arrivé un mois plus tard. Ça fait un bordel possible.
Donc, du point de vue, si je regarde la chose du point de vue de la personne ou du point de vue de moi, c'est compliqué. Parce que je regarde ça du point de vue de celui qui réunit, vous voyez, c'est vraiment intéressant. De celui qui bien dirige, vous voyez. Du coup, j'ai plus rien à apporter. J'ai juste à recevoir et à faire avec, quoi. À vivre la chose, tout simplement. Hein. C'est-à-dire la conscience en expression qui répond en unité, invite à vivre dans l'un. Alors, pour moi, ce qui a été intéressant, la fois dernière, j'avais le lumineux et le lumineux m'avait ouvert à vivre l'état créatif. Le lumineux, c'est-à-dire la manifestation divine, hein, c'est ça le lumineux, la manifestation du sacré. Et souvent, c'est paroxystique, la manifestation du sacré. Comment ça peut être que la manifestation du sacré peut-elle être comme un bas bruit, vous voyez, comme légère, comme un frémissement du vent sur une étendue d'eau, vous voyez, hein, juste une risée. C'est plus intéressant. Ah, moi, tout à coup, je me suis souvenu justement d'une citation de Krishnamurti, Dieu, c'est l'état créatif. Pour moi, c'était une grande ouverture le mois dernier, hein, de vivre le lumineux comme l'état créatif. Appeler l'état créatif dans ce qui se présentait dans ma vie, les questions que j'avais à traiter. Et pour essayer, avec celui qui réunit, je me suis dit, tiens, au fond, vivre en unité. La proposition avec celui qui réunit, c'est de vivre en unité, de vivre dans l'un, pour l'un. Vous voyez, des problèmes de leadership, par exemple, de direction. Le leadership en unité, c'est vraiment intéressant. Un leader, il doit avoir des idées, il doit donner une direction. Il dirige, il donne une direction. Comment va-t-il vivre dans la conscience de donner une direction? Il ne doit pas être là, d'une certaine manière. Ouais, c'est vraiment intéressant. Faisant confiance à l'un, faisant confiance à l'arrière. C'est là que j'ai vraiment compris qu'il suffit d'envoyer les intentions, de projeter des intentions d'accomplissement. Hein. Vous les projetez et puis vous laissez tomber. Après, vous laissez l'un faire. L'un faire. Ah là. C'est l'un qui fait, et il fait des choses, et il retient un mail pendant un mois. Okay. Ah, ça, c'est surprenant. Ben, c'est comme ça. Avec, c'est vraiment intéressant. À l'occasion de faire avec, ça brasse, hein, et ça travaille, et ça travaille dans le bon sens. Ça travaille toujours dans le bon sens. Est-ce que j'en ai dit assez de témoignages? Il faut vous laisser la parole et y allez-vous. Donc, j'ai présenté la perspective du travail dans le cadre de Maison de Lettres, synchronicité en unité, et rendre des témoignages de ces moments de synchronicité en unité qu'on a pu vivre. Au cœur de la synchronicité, le héros, c'est la conscience. La conscience telle qu'on l'a nommée la fois dernière en notre réunion avec un nom. On choisit des noms au hasard. C'est important. J'ai 2 questions. Oui. Vas-y. OK. Juste avant de commencer mon témoignage, donc la conscience, le héros dans le champ de conscience, enfin, pour moi, c'est quand même lié au héros dans les objets de conscience. Je veux dire, on ne peut pas les séparer, enfin, ça va ensemble. C'est-à-dire que le témoignage qu'on donne, c'est forcément un témoignage du héros des objets de conscience aussi, qui est lié au héros du champ de conscience. Mais je veux dire, on ne peut pas séparer les deux, non? Parce que quand on donne un témoignage, c'est ce qu'on vit nous. C'est ce qui t'est arrivé, bien sûr. C'est ce qui t'est arrivé dans ta vie, dans tes questionnements, si tu veux. À partir des questionnements, parce qu'on appelle manifestation de la conscience sur des questionnements. Ça peut être ton questionnement, il peut porter sur quelqu'un d'autre que toi. Sur quelqu'un d'autre, oui. Ah oui, bien. Et si on vit des synchronicités, ma deuxième question, c'est si on vit des synchronicités qui ne sont pas directement reliées à nous, c'est quand même, enfin, si on sent qu'il y a le champ de conscience qui a agi, c'est quand même une synchronicité, c'est pas qu'une coïncidence, par exemple, dans des petites choses.
Enfin, moi, je l'ai ressenti comme une synchronicité, une vraie synchronicité, quoi. Ah, tu vas nous raconter, on va voir. Bon, Voilà. avec Je les vous le choses dirai. concrètes, Tu me hein, diras. je n'ai pas de généralité comme ça. C'est un Ouais, ouais. de généralité, c'est très intéressant. Donc, Alors, attends. Bon, oui, ça, c'est des questions que tu voulais poser. Mais Martine voulait dire quelque chose. oui. Une question. J'avais une question parce que j'avais Oui, la sensation que tu passais donc au récit de notre vécu. oui. J'aime quand tu parles du conte. Je Ah, trouve voilà. Oui, tout à que fait. tu nous donnes quelques éléments qui t'ont Tout à fait. amené à dire Voilà. ça. Bien, merci. Et ne manquez pas de poser vos questions. Ok. Pourquoi ce conte du Genévrier? Alors, il est bien de. C'est un conte terrible et monstrueux. Ou aussi, c'est comme une tragédie grecque, hein, aussi. Vous voyez, c'est un conte extrêmement dramatique, tragique, qui veut, par ses contrastes, vraiment frapper nos esprits. Et c'est intéressant de regarder comme ça. Mais les mythes anciens, les mythes de la mythologie sont tragiques, sont extrêmes. Et ils ont pour but de frapper nos imaginations pour par le contraste, nous obliger vraiment à ressentir les choses. Donc, déjà, l'économie du conte. Vous donnez raison au conte. Ce conte-là, dans sa sagesse, donc, est à recevoir pleinement, hein, sans résistance, et qui vient nous chercher. On a tout un descriptif d'une monstruosité, mais d'une monstruosité qu'on a déjà vue avec la gardeuse d'oie, la suivante, l'usurpatrice était monstrueuse. D'une certaine manière, l'enchanteresse dans la boule de cristal, elle a quelque chose de monstrueux aussi, dans le côté bien intentionné. Vous voyez, d'avoir transformé un fils en baleine, l'autre en aigle, c'est monstrueux, ça. C'est comme les parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants et d'une certaine manière qui peuvent les étouffer dans des réalisations sociales extrêmes qui sont terribles et qui peuvent emprisonner leur enfant jusqu'au dernier jour. Hein, vous voyez, donc, si on veut bien donner du contraste et à travers le contraste se reconnaître dans l'histoire, il y a en nous une marâtre, comme dans le conte du Genévrier, une marâtre qui veut qui est assassine, qui veut absolument éradiquer, détruire ce vermeil comme le sang et blanc comme la neige, qui est une qualité de la conscience, vous voyez, apparue, apparemment extrêmement fragile, vulnérable, et en fait indestructible. Il y a déjà cette sagesse-là dans cette histoire. Indestructible, hein, c'est comme dans Blanche-Neige, blanche comme la neige, vermeil comme le sang, blanche comme la neige et noire comme l'ébène de la fenêtre, les cheveux noirs, est indestructible. C'est la même thématique. Ça part de l'énoncé du vœu de la mère, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui soudain connaît son cœur. Et dans la qualification du cœur, qui est infinie, c'est une qualification de la conscience, hein, une qualité de la conscience, vermeil comme le sang, blanc comme la neige. Hein, c'est en forme d'enfant. L'enfant n'est qu'une forme, mais c'est l'essence, vermeil comme le sang, blanc comme la neige, que la femme sous le genévrier a connue. Et en effet, c'est tellement puissant que ça donne lieu à une naissance 9 mois plus tard, après une très belle description. La mère ne survit pas à ça, c'est fort d'une certaine manière. Et le conte veut nous montrer aussi comment cette qualité, livrée à elle-même, livrée à l'aventure, des circonstances, enfin, des contextes, voilà, d'une famille, est éprouvée. Et éprouvée d'une manière extrême. Hein. Il y a une jalousie que la marâtre se permet de développer, hein, et jusqu'au moment passionnel où elle ne peut résister à couper la tête de cet enfant. Et tout de suite, ne pouvant pas rétracter, enfin défaire, elle le fait pour sa fille. Et elle inclut sa fille dedans, qui elle est complètement effarée. Et va, en étant écrasée par la manœuvre,
néanmoins se maintenir dans son amour pour son frère. Vous voyez? Et de même, le père qui se trouve à devoir manger son enfant et qui, dans l'implicite, veut tout pour lui, veut tout réintégrer pour lui, que personne d'autre, vous voyez, c'est de l'amour implicite. Hein, vous sentez bien, vous avez bien senti ça. Tout ça est intéressant à ressentir parce que ce sont les mouvements dans la grande détresse que l'on peut vivre lorsque on est assailli nous-mêmes par des marâtres en nous, enfin des schémas destructeurs, vous voyez, des tendances destructrices. Nous avons tous des tendances destructrices qui peuvent, dans des occasions particulières, parce qu'on leur a ouvert un peu la porte, tout à coup se déchaîner en nous. Hein, une culpabilité effrayante ou, je sais pas, une vindicte effrayante ou un ressassement qui nous dévore. On peut être dévoré, des gens sont dévorés par des marâtres et nous sommes tous exposés à ça. Hein, bon, à chacun de voir pour lui-même. Évidemment, on vit forcément ça, mais le contraste, le conte est là pour nous donner du contraste. Et il y a un magnifique retour au centre qui est observé avec Marlène qui, dans son foulard de soie, va rassembler les petits os de sous la table et rapporter tout ça au pied du genévrier. Vous voyez, c'est comme un acte, c'est comme la gardeuse d'oie qui demande la tête de Falada là, sur la. Mais pourquoi elle ne sait pas, vous voyez, la tête de Falada au-dessus de la porte, là où elle passe tous les jours. Elle ne sait pas pourquoi elle demande ça, mais il y a une justesse, il y a dans l'instinct quelque chose qu'il connaît. Bref, Marlène rapporte au centre. Nous, lorsque, dans le désordre de notre existence, en dramatisant, dans le désordre de notre existence, nous revenons au centre. Nous faisons là, d'une manière extrêmement précise, de ressentir le champ de conscience. Voilà. On revient au centre. L'endroit d'où jaillit l'énoncé vermeil comme le sang, blanc comme la neige, qui est indestructible. Pourtant, dans la forme, en forme d'enfant, est réduit à des petits os dans un foulard de soie, et ramené au pied du genévrier. Il ne reste pas grand-chose de l'enfant, n'est-ce pas? Ramené au centre. Comme nous-mêmes, d'une certaine manière, en dramatisant, dans les traces, encore une fois, nous faisons un retour au centre en regardant notre vie, telle et telle question de notre vie, du point de vue de la conscience, du champ de conscience. Donc, fatras des objets de conscience. Ils peuvent être extrêmes, certains. Et commence à cet endroit, ramené au centre, l'aventure que nous vivons, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Et du coup, le genévrier commence à battre de sa ramure et il y a une lumière qui descend, un feu qui descend, et le petit paquet d'os disparaît. Il y a un oiseau qui s'envole, et l'oiseau va chanter toute l'histoire. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène, j'ai donné bien de la peine. On croirait du Shakespeare. Pour rassembler dessous la table mes petits os dans ton plus beau foulard de soie. Oui, oui, bel oiseau que je suis. C'est un chant extraordinaire. C'est un chant magnifique qui dit l'horreur. C'est le chant de l'horreur, mais qui est dit dans une telle beauté qu'un orfèvre ne va pas résister à donner la chaîne qu'il est en train de marteler pour entendre ce chant une fois. Un cordonnier, même chose, pour entendre ce chant une fois. Des meuniers, pour entendre ce chant une fois, vont donner la meule, c'est-à-dire chacun vont donner le plus précieux. Donc ce chant de l'oiseau qui n'est qu'une forme d'emprunt, une forme éphémère, passagère. L'oiseau est juste le temps d'une collecte, de l'émission d'un chant de beauté, hein, qui attire, qui lève une adhésion. Regardez, l'orfèvre se souviendra toute sa vie, le cordonnier se souviendra toute sa vie, les meuniers se souviendront toute leur vie du don qu'ils ont fait pour un chant inouï. – 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 –– – –– –– –– –– –– –– –– –– ––– ––– –– – 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 ––
poser la question, est-ce que nous avons commandé au vent? Vous voyez? Est-ce que nous commandons au vent? Est-ce qu'il nous est arrivé quelque chose comme ça dans ce mois-ci, avec, avec, euh, avec la qualité de conscience auquel nous avons appelé sur notre vie? Est-ce que nous en sommes arrivés à quelque chose comme ça? À un moment, quand la conscience prend son essor, quand à partir du retour au centre, la conscience prend son essor, alors, en quelle forme? Et quelle forme? Je pourrais dire, un mail a été retenu pendant un mois. Quelle splendeur, vous voyez, quelle splendeur cette chose-là soit arrivée. Parce que ça a emmené tellement, ça a fait lever tant de choses. Et il faut regarder de ce côté-là. Il y a une magie de l'un. Si vous ramenez au centre sur l'un, vous allez voir sa magie. Pour autant que vous ayez un peu de foi, ce qu'on a vu avec le précédent conte, et pour autant que la gardeuse doit, que l'usurpatrice ne vous ferme pas l'accès. Donc, vous avez fait attention à ça. Vous devez normalement vous ouvrir à une magie de l'un. Le conte invite à ça, et c'est intéressant d'ajouter cette petite chose. Si on peut dire petite chose, mais c'est une couleur. On verra la fois prochaine la communion avec. Ça, c'est la magie de l'un. Avez-vous vu la magie de l'un? Peut-être pas, c'est pas grave. En tout cas, vous aurez vécu avec l'un, j'espère, à travers vos témoignages. Est-ce que ça va, Martine? Est-ce que j'ai témoigné du conte? Merci beaucoup. Okay. Oui, c'est magnifique. Comme tu dis, c'est le monstre majestueux. Oui. C'est vrai que c'était important. Merci. Du Shakespeare, hein, ce conte, il est extraordinaire. Et il ne se prive pas d'une majesté paradoxale. Enfin, vraiment, c'est comme on a avec les grandes œuvres d'art. Hein, les œuvres d'art font quelque chose comme ça. Elles font de la pièce du rideau d'une épicerie rouillé, il fait une splendeur. Il vous fait un tableau extraordinaire. Non, on n'aime pas forcément ça, hein, je veux bien en convenir. Mais vous voyez, c'est l'art. Il y a quelque chose comme ça dans le conte. Nos vies peuvent être des œuvres d'art, des œuvres. Si on ouvre ce retour au centre, hein, nos vies peuvent être des œuvres, mais des œuvres vraiment sans limite. Pas des petites œuvres comme nous sommes petits avec nos objets de conscience. Non, non, des œuvres à la mesure de la conscience elle-même, dans sa grandeur, son absolu. Tout à coup, c'est une aventure qu'on ne peut même pas imaginer. La toilette de majesté qui aboutit à commander au vent, c'est inconcevable. Et pourtant, c'est arrivé. Vous voyez? Donc, nos vies, comme des œuvres possibles dès l'instant, fait se ressent et que la conscience, tout à coup, trouve la plénitude d'expression. Elle traverse notre vie pour se vivre à travers notre vie, se vit à travers notre vie.